Madame la secrétaire générale de la francophonie, Monsieur l'administrateur de l'OIF, Mesdames et Messieurs les représentants des États et gouvernements, chers membres du jury, chers comités de lecture qui nous suivaient à distance, et surtout, chers lauréats, bonjour à tous. En tant que directrice de la langue et de la culture à l'Organisation internationale de la francophonie, il me revient le plaisir et l'honneur de vous recevoir et d'animer cette cérémonie de remise du prix des 5 continents de la francophonie pour sa 20e édition, en présence et présidée par notre secrétaire général que nous remercions. Cet événement, comme vous le voyez, nous avons la chance de l'avoir pu l'organiser en présentiel, mais il est également suivi sur les réseaux sociaux grâce à nos services, donc grâce à cette révolution numérique qui nous permet d'être partout à la fois. Et je crois pouvoir dire que nous sommes suivis avec beaucoup d'attention, d'Alexandrie à New York, en passant par Abidjan, Dakar et bien d'autres villes de l'espace francophone et au-delà. 20 ans d'un prix, c'est le bel âge, c'est l'âge de tous les espoirs, c'est l'âge de tous les possibles. Mais nous sommes conscients que rien n'aurait été possible sans la contribution exemplaire et exceptionnelle de nos comités de lecture qui sont répartis géographiquement sur les 5 continents, puisque nous avons un comité en France, au Canada, au Sénégal, au Congo, au Vietnam et en Belgique. Nous les remercions pour le travail remarquable qu'ils font, puisque c'est grâce à eux que vous, jury, avez la liste des 10 finalistes qui vous permet de vous plonger dans ces lectures passionnantes et de nous discerner un prix et une mention spéciale. Rien n'aurait été possible non plus pour ce prix sans le jury international du prix des 5 continents de la francophonie. Un jury d'une grande valeur, d'un dévouement et d'un engagement sans faille de tous les jours. Un jury composé d'hommes et de femmes qui n'ont jamais épargné leur temps et leurs efforts au service du prix. L'un d'entre vous, mesdames et messieurs membres du jury, nous a quittés cette année. Il s'agit de René de Obaldia, de l'Académie française. Et dans les pays du Sud, d'où je viens, on a l'habitude de croire et de penser qu'un homme et une femme ne sont jamais entièrement libres que lorsqu'ils se sont acquittés de l'ensemble de leurs dettes. Nous avons une dette pour René de Obaldia, et c'est par la voix de Vénus Kourigata, cette poétesse qui nous vient du Liban, du pays des cèdres, que nous allons rendre cet hommage à René de Obaldia. Vénus Kourigata, vous êtes l'amie de toujours et pour toujours de René, et c'est donc à vous que revient naturellement la chance de rendre cet hommage à l'un des contributeurs du prix des 5 continents de la francophonie. La parole est à vous, chère Vénus. Bonjour, ça me fait du bien de parler de lui et ça me fait mal en même temps. Il va nous manquer, je le croyais éternel. René d'Obaldia, un des grands dramaturges de ce siècle, avec Anouilh, avec Audiberti et d'autres, romancier et surtout poète. C'est celui qui a été lu, ses poèmes ont été appris par 3 générations d'enfants. Les Innocentines, qui n'a pas lu les Innocentines quand on est jeune? René d'Obaldia, je donnerai un petit aperçu de sa vie que j'ai ramassé dans son exobiographie, parce qu'il était très taiseux, il ne parlait jamais de lui-même, mais j'ai dû lire son livre exobiographie pour savoir qui il était. Mère française, père panaméen, consul du Panama en Chine, 2 enfants, et lui est dans le ventre de sa mère, elle est enceinte, quand le père s'évanouit dans la nature. Le consul disparaît. Les uns disaient il se drogue, il est parti, je ne sais pas quoi. Alors sa femme l'attend pendant plusieurs mois, il ne vient pas. Elle revient en France, elle met au monde son fils qui n'a jamais connu son père. 20 ans après, René de Obaldia se trouve à la Rumerie martiniquaise. Il est en train de lire Le Monde et il voit une annonce au Panama. Un certain José de Obaldia est nommé ministre de la Justice et il va faire construire une prison modèle.
il lui écrit. Il lui dit, mon père s'appelait José de Boadilla. Est-ce que vous étiez le consul en telle année, en telle année? S'il vous plaît, ma mère s'appelle Eugénie. Vous pouvez m'écrire pour me dire si vous êtes mon père? Et l'autre lui répond, je suis votre père, mais je ne peux pas vous amener maintenant parce que je suis très occupée. Je suis en train de faire construire cette prison modèle. Il attend, il écrit, et l'autre lui dit, je suis encore en train de construire la prison. Et puis un jour, il est à la Rhumerie martiniquaise. Il est en train de lire Le Monde. Et qu'est-ce qu'il dit? Nouveau coup d'État au Panama. Le ministre de la Justice, José de Obadiah, est mis dans la prison, a été incarcéré dans la prison qu'il a fait construire. Et il se dit, mon Dieu, je n'ai pas vu mon père. Il est très malheureux. Puis 3 mois après, il rentre chez lui, il voit un papier sous la porte. Passado, padre passado. Et voilà, et il a cru que son père était passé. Il est venu en France, il a été libéré, il est passé le voir, il lui a glissé un papier sous la porte. Eh bien, passado en espagnol, c'est mort. Quelqu'un lui a dit que son père était mort. Donc, il a attendu son père longtemps, il n'a jamais vu. Mais je vais vous raconter une petite histoire drôle de lui. René d'Obadiah vient réveillonner avec moi un soir de jour de l'an. Toute la ville était gardée par les policiers. On avait peur des manifestants, des casseurs, ceux qui brûlent des voitures. Et impossible, après avoir dîné en tête-à-tête, parce que ses enfants réveillonnaient ailleurs et les miens réveillonnaient ailleurs, il m'a dit, je suis seule. Je lui ai dit, bien, tu viens dîner avec moi, je suis seule. Impossible de lui trouver un taxi. Il ne peut pas aller à pied parce qu'il est à l'autre bout de la ville. Et il me dit, il ne me reste plus qu'à dormir chez toi. Je dis, d'accord. Comment faire dormir un académicien chez moi? Je ne peux pas lui donner un bureau, mon bureau. Je l'ai fait dormir dans mon lit, j'ai changé les draps, mais j'ai oublié de sortir la chatte qui dort toujours sur ma poitrine. Et le lendemain matin, au café, je lui dis, tu as bien dormi, René? Il me dit, une nuit torride. Je dis, pourquoi? Il y avait une jeunesse qui ronronnait toute la nuit sur ma poitrine. Voilà. Merci. « 20 ans d'un prix, ça se fête. Et nous sommes là pour le faire. 20 ans, c'est aussi des moments de rétrospection, de rétrospective, des moments où on repense ensemble justement aux moments forts de vos décisions, aux moments de réflexion, de décision que vous avez dû partager comme membre du jury du Prix des 5 continents de la francophonie. Et c'est d'abord vers vous, Madame la Présidente du jury, chère Paula Jacques, que je me tourne, d'abord pour vous présenter, parce que vous venez d'un fort beau pays, vous êtes né dans un fort beau pays, vous êtes né au Caire, en Égypte, et puis vous avez quitté ce fort beau pays pour aller dans un autre pays, Israël. Vous avez passé une partie de votre enfance et adolescence avant de rejoindre votre terre d'adoption, la France. Et depuis de nombreuses années, vous êtes en France et vous êtes connu et reconnu pour votre plume littéraire. Et surtout, vous avez assisté à la naissance du prix depuis 2001, à son émancipation, à sa majorité. Et donc, je voudrais savoir un petit peu ce que vous pensez de cet enfant que vous avez un petit peu créé avec la francophonie. Voilà, Madame. Merci, Nivine. Je voudrais d'abord dire, tout de suite après, Vénus nous a tellement bien parlé de René qui était un puits de culture, mais qui était aussi peut-être l'homme le plus drôle que j'ai jamais rencontré. Il avait toujours une blague extraordinaire aux lèvres, et c'était un homme... il est mort, il avait plus de 100 ans, n'est-ce pas? Oui, la veille, je l'appelle. 103. Je dis, je ne vais pas bien. J'ai un petit cassé de genou. Il me dit, moi aussi, je ne vais pas très bien. Il est mort quelques heures après. J'ai compris qu'il avait eu un malaise cardiaque. Il me dit, je ne vais pas très bien. C'est ça l'humour. Oui. Ce que je voulais dire, c'est que ce très vieux monsieur était d'une jeunesse d'esprit incroyable, beaucoup plus jeune que la plupart des quadras ou des trentenaires. Alors, Nivine, ce n'est pas tellement ce que je pense de ce prix, c'est ce que j'éprouve envers ce prix. J'éprouve un immense attachement, et vous allez comprendre pourquoi, parce que tous les membres de ce jury
viennent d'ailleurs d'une certaine manière, viennent d'ailleurs et ce sont des écrivains, des artistes profondément attachés et redevables à la langue française. Nous avons été peu ou prou élevés dans l'amour de cette langue et dans l'amour des valeurs qu'elle véhicule, liberté, égalité, fraternité, même si certains d'entre nous, comme toi, Fawzia, ça a été une langue marâtre au départ, puisque le pays était occupé. Mais par-dessus les problèmes politiques, il y a une espèce d'amour indéfectible pour cette langue. Et le prix de la francophonie est témoin de cela. Le prix de la francophonie rend compte du rayonnement de cette langue à travers la planète. Ce que j'ai éprouvé en ralliant ce prix, c'était quand même du travail. Vous savez, c'est du travail de lire, de décider, de trancher entre des livres presque tous aimables, de choisir, de discuter entre nous, de se disputer, et puis de se rendre compte que ce prix ne ressemble à aucun autre en France. Parce que les prix décernés en France sont des prix locaux en quelque sorte, et ce sont des prix qui nous parlent en général de la France. Alors que le prix de la francophonie, c'est un prix qui nous ouvre à toute l'histoire, à toutes les péripéties du monde, à toutes les cultures métissées à la fois d'ailleurs et de la langue française. Et cela se traduit aussi dans l'œuvre de ces écrivains, qui sont des œuvres beaucoup plus, rayonnantes et beaucoup plus multiples que simplement les langues françaises, c'est-à-dire qu'ils nous rendent compte de leur culture profonde à travers le même instrument qui est la langue française, et cette langue française qui très souvent est métissée en sous-entendu, en sous-ligne, peut-être de la musicalité de la langue du pays ou des traditions de la langue du pays. Et donc ce prix est tellement important pour moi, parce qu'effectivement, il nous rend compte que nous venons tous d'ailleurs, et que nous venons d'ailleurs pour avoir aimé et peut-être un petit peu gratifié la langue française de nos petits travaux, mais aussi ce prix permet aux lauréats, et Beata peut en témoigner ici, qu'il a eu l'année dernière, ce prix change un peu le destin de l'écrivain qui le reçoit, parce qu'il va recevoir ce prix. Ça va probablement un peu augmenter ses ventes en France, mais ce n'est pas le plus important. Ça va permettre à cet écrivain de se promener dans toute la francophonie, de rencontrer ces gens qui lisent ailleurs. Et ça doit être très excitant de passer, j'imagine, pour un écrivain, de passer du Canada au Sénégal ou je ne sais pas, en Belgique. Et ça fait comme une espèce de tour du monde. Donc le prix de la francophonie ne ressemble à aucun autre. Et le prix de la francophonie peut-être nous rappelle un petit peu, soyons immodestes, l'immense rayonnement qu'avait la langue française jusqu'au XVIIIe siècle, quand on parlait le français à la cour de Catherine de Russie ou à la cour d'Angleterre. Voilà, donc c'est au départ, peut-être qu'on ne se rendait pas compte, les membres de ce jury, du rayonnement qu'allait prendre et de l'importance de ce prix. Mais voilà, c'est une espèce de rapport extrêmement affectueux et fier en même temps que j'entretiens au prix de la francophonie. Et nous avons en général des auteurs dans la sélection vraiment tous assez formidables, passionnants, et c'est un vrai déchirement d'avoir à trancher. Mais voilà, je crois que cette année, nous avons élu 2 auteurs formidables. Je les aime, tous les 2, et je le leur dis, je suis heureuse pour vous et du destin de votre livre et du fait que ce prix va sans doute changer le destin de votre livre et peut-être aussi votre destin d'écrivain, votre avenir d'écrivain. Je me tourne maintenant vers mon voisin, Mohamed Aissaoui. Vous avez rejoint le jury du prix des 5 continents l'année dernière parce que nous avons voulu suivre les orientations de notre secrétaire général et essayer de redynamiser ce jury. Donc vous êtes membre du jury depuis seulement une année. Vous avez une double casquette d'auteur mais aussi de journaliste au Figaro littéraire. Et donc, je voudrais avoir votre sentiment. Nous avons eu celui de Paula, brillant, comme d'habitude. Et donc, votre sentiment par rapport à ce que représente ce prix avec cette double casquette que vous avez. Merci à vous. Je suis sûr que je ne serai pas aussi brillant que Paula. En tout cas, je dis quand même mon bonheur et mon émotion d'être là. Le prix des 5 continents, la francophonie, pour moi, c'est d'abord un souvenir très fort.
Un de mes plus beaux souvenirs professionnels, c'était en 2006 à Bruxelles. Je couvrais le prix pour le Figaro littéraire, hein, et c'était l'année d'Alain Mabonckou, donc je découvrais Alain Mabonckou. J'avais rencontré Mathias Sénard, qui avait eu le prix précédemment pour la perfection du tir, si je veux. Voilà. Et puis j'étais assis tranquillement à un café, puis il y a une grande personne qui, je ne vais pas dire qu'elle me dérangeait, mais qui veut s'asseoir à côté de moi. Et c'était Monsieur Leclésio. Et au lieu d'avoir mon réflexe professionnel d'en profiter pour l'interviewer, c'était vous, Jean-Marie Gustave, qui me posez des questions sur moi. Alors, vous avez oublié, mais moi, je n'ai pas oublié ce souvenir parce que c'était vraiment un moment fort de ma vie. J'aime pas le mot professionnel, mais de ma vie de journaliste. Ça, c'est... et puis, il y avait Alain Mabonckou qui recherchait une boîte de nuit. Mathias Sénard qui parlait déjà de Flaubert, etc. Donc moi, j'avais... voilà. Ce que j'ai juste envie de dire, parce que après, en fait, j'étais pas conscient de ce que je découvrais. Et puis, c'est dire l'importance d'une telle récompense littéraire pour les auteurs, bien sûr, pour les maisons d'édition, parce que le prix des 5 continents aussi a cette singularité d'aller vers des petites maisons d'édition, comme d'ailleurs Elisa cette année. Et je crois que ce n'est pas la première fois d'ailleurs, c'est la deuxième fois. Donc c'est une énorme reconnaissance pour les lauréats ou les lauréates, parce que le jury composé, vous avez vu, d'auteurs, c'est une reconnaissance de ses pairs. Et c'est immense, en plus du plaisir de recevoir le prix. Il a aussi la particularité d'être un prix international, un prix d'écrivain, et comme vous l'avez souligné, un prix de lecteur avec tous ces comités de lecture de par le monde. C'est quand même exceptionnel. Et puis il est porté, il faut le souligner, c'est pas vous qui allez le dire, mais il est porté par l'Organisation internationale de la francophonie. Ça veut dire que c'est une énorme organisation qui met son énergie et ses moyens au service de la littérature. Et ça, c'est la noblesse de la France et des pays aussi qui le soutiennent, parce que l'OIF n'est évidemment pas seul. Enfin, ce prix est pour moi cher parce que, et les lauréats cette année l'illustrent à merveille, mais je crois que chaque année c'est pareil, ils démontrent que chaque femme, chaque homme est, j'allais dire, forcément le fruit d'identités multiples. Et ça, je crois que c'est la chose qui, moi, me tient le plus à cœur. Voilà. Merci à vous. Fawzia Yazaouri, c'est vers vous que je me tourne maintenant, parce que vous avez, en fait, vous avez trois cordes à votre arc. Vous représentez le Parlement des écrivaines francophones et vous êtes à ce titre membre du jury du prix des 5 continents, mais vous êtes aussi mention spéciale du prix en 2003. Et puis en 2016, vous avez été lauréate du prix pour votre très poignant roman « Le corps de ma mère ». Donc la question qui me vient naturellement à l'esprit, c'est de savoir en quoi ces distinctions ont pu propulser votre carrière d'écrivaine. Je pense qu'il en est de ce prix ce qui en est du livre en général quand il réussit. Quand il est à la fois ancré et qu'il croise l'universel. Un livre réussi, c'est ça. Mais un prix réussi, je crois que c'est ça. C'est-à-dire qu'il part d'une langue, une seule langue, et il est un petit peu partout. Comment je l'ai perçu, comment je l'ai ressenti moi, j'allais dire localement, authentiquement. C'est dans mon village. Quand j'ai eu ce prix, mon beau-frère est allé sur la place du village, donc vous imaginez, et il a dit, ma belle-sœur, elle a eu le prix de tous les continents. Et donc, il a dit, vous imaginez, donc il y a tous les prix, tous les romans du monde entier
parmi tous les romanciers, c'est elle qui a remporté le prix. Donc, bien sûr, je n'ai pas démenti, parce qu'il a gardé le mot continent, et pour lui, c'est vrai, c'était le plus beau roman du monde. Et deuxième chose aussi, toujours dans mon village, parce que c'est ça qui est important, et c'est pour ça que je parle d'ancrage, c'est que ce prix, on a aussi un peu d'argent. Et donc, on peut l'utiliser comme on veut. Et moi, je sais que j'ai utilisé une partie pour blanchir les murs du mausolée du marabout. Et donc, à chaque fois, on passe, on dit, béni soit son père, elle a blanchi les murs du marabout. Donc, voilà une répercussion sur mon propre père. Après, l'autre chose, donc, on part dans le monde et ce sont les traductions. Pour moi, cette occasion de métisser les imaginaires, parce que c'était ça, d'emporter les traditions, l'histoire de ce petit village perdu au fin fond de la Tunisie et les mettre à lire en Roumanie ou bien au Vietnam, c'était pour moi quelque chose d'extraordinaire. J'avais l'impression d'être tout le temps l'ambassadrice de mon pays, personne ne le sait, il n'y a que moi qui me dis ça, et voilà, de représenter tout ça. Et pour revenir à mon village, il y avait quelqu'un qui s'appelait Bouddha. Et il y avait un terme en arabe, on disait Mdouchen. Et je n'ai compris que bien plus tard que Bouddha, qui était un peu l'homme de main de ma mère, parce qu'il faisait plein de choses pour elle, et Bouddha, en fait, il avait fait la guerre d'Indochine. Et le verbe Mdouchen voulait dire avoir mal à la tête dans mon village, parce que quand on revenait d'Indochine, on avait, paraît-il, d'atroces migraines. Et on avait appelé ça Indochine. Et Bouddha, on l'a appelé Bouddha parce qu'il avait fait la guerre d'Indochine. Donc et qu'il est revenu dans notre village. Et toute sa vie, il a rêvé de regagner l'Indochine. Et donc moi, Bouddha, c'est un personnage de mon roman. Et comme j'aime à confondre et que je suis nulle en géographie, le Vietnam, le livre a été traduit en vietnamien, le Vietnam, la Chine, l'Indochine, je me dis à chaque fois, Bouddha a regagné l'Indochine grâce à ce prix, puisqu'on le lira en vietnamien. Et pour moi, voilà, c'était une sorte de lui rendre hommage et de faire une sorte d'inhumation pour Bouddha. En vous remerciant. J'aimerais dire un mot sur la création de ce prix. Il y avait Roger Deheb qui était l'administrateur à l'époque. Il m'a dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour ce prix? Et je lui ai dit, un prix. Pour la francophonie. J'ai dit un prix de littérature. Il me dit, d'accord, mais qui tu vas prendre dans ce jury? J'ai dit, Jean-Marie Leclésio, André Makin, Paula Jacques. Henri me dit, mais c'est des gens très importants, ils ne vont pas accepter. Je connaissais par cœur leur numéro parce que c'est mes amis. J'ai appelé et tout le monde était d'accord, avec une simplicité incroyable. Et ce qui est bon, c'est que les 5 continents étaient représentés. Jean-Marie Leclésio représente les îles Maurice. René Dorbaldia, c'est l'Amérique latine. Moi, c'est le Liban. Paula Jacques, c'est le Caire. Et ce qui est magnifique dans tout ce qui est les membres du jury et les prix que nous donnons, c'est que chacun de nous, vivant en France depuis 40 ans, moi je suis la plus vieille depuis 50 ans, eh bien nous revenons toujours dans nos livres, dans nos écrits sur nos pays. Elle raconte toujours la Tunisie et ce village où il y a Bouddha dont elle vient vous parler, et revient toujours vers son enfance, un livre poignant sur sa mère et la pauvreté, et comment il s'en est sorti, il a fait des études, il est devenu quelqu'un de très connu en France, plus que connu. Et Paula Jacques qui raconte le Caire avec le départ, pas le départ, la fuite plutôt des Juifs du Caire pour aller ailleurs. Et il y avait son père qui était un grand avocat qui se met à... Il ne pouvait plus travailler comme avocat. Il se met à élever des poulets. Et les poulets sont élevés dans un lieu qu'il appelle la descente du paradis, au lieu de monter au paradis. C'est un livre inoubliable. Tous ces livres sont inoubliables. Et Jean-Marie Leclésio, inutile de parler de celui qui nous a épatés. Comment vous dire,
avec le procès-verbal, il a fait une sorte de révolution dans les littératures. Après lui, on a écrit différemment. Merci. Merci. C'est à votre tour, cher Jean-Marie. Non, il veut rester en salle, il veut pas. C'est à votre tour, cher Jean-Marie Gustave Leclésio. Oui. Merci de nous faire le plaisir et l'honneur de monter au pupitre, si vous le voulez. Oui, je vais monter. Alors, je suis arrivé en retard, c'est pourquoi je ne suis pas là. Voilà. Je pense qu'il n'est pas utile de vous présenter, mais je dirais simplement que vous avez été un fervent défenseur du prix des 5 continents de la francophonie. Vous avez contribué à ce prix depuis sa naissance et je retiens avec joie que vous en dites toujours que c'est un prix indispensable. La parole est à vous, Jean-Marie. Oui, merci. Ça va être difficile de dire des choses plus fortes que celles que nous avons entendues de la bouche de Paula Jacques, Vénus, Fawzia Zouari, M. Assaoui. Nous avons entendu de si belles définitions de ce prix que je n'oserais pas les surenchérir sur ces définitions. J'ai bien aimé l'idée que c'est un prix qui a une singularité, parce que c'est vrai, il n'y a pas d'autre prix comparable, des prix qui soient à la fois décernés par un jury d'écrivains ou de critiques et par un grand jury qui travaille dans l'obscurité dans la plupart des continents qu'on vient de nommer, sinon de tous les continents du monde, hein, et qui lisent, qui sont des libraires, qui sont des professeurs, qui sont des critiques, qui sont des gens comme vous et moi, donc des gens qui ont un rapport direct avec la littérature qui se fait, et non pas avec la littérature qui est déjà faite. Parce que ça, c'est une des autres singularités du prix des 5 continents de la francophonie, c'est que chaque auteur qui reçoit ce prix, chacun de ces auteurs qui est sélectionné pour le prix, commence une nouvelle vie. C'est une nouvelle vie, devient un jeune écrivain, n'est plus un écrivain avec un passé assez lourd, comme quelquefois nous l'avons. C'est un écrivain qui va se révéler aux autres langues, aux autres cultures, aux autres civilisations. Et donc, il y a une jeunesse de ce prix qui est indéniable. Donc ça, c'est la singularité du prix. Et donc, je voudrais rendre hommage à ce jury qui n'est pas présent ici, le jury qui travaille, qui est le soubassement du prix, qui fait la sélection des livres, au jury qui fait la lecture, dont je fais partie, et aussi à toute l'équipe qui travaille. Et je voudrais rendre un particulier hommage à Myriam Sangorba, qui est là depuis le début. Et je crois que si M. Andrei Makin était là, il approuverait cet hommage que je veux lui rendre, parce qu'il me disait, s'il n'y avait pas Myriam, ce prix ne pourrait pas exister. Et je crois que c'est la vérité. Donc, merci à tout le monde. Merci à vous, Myriam. Et donc, pour cette nouvelle édition du prix, nous allons faire connaissance de 2 jeunes écrivains, littéralement, puisqu'ils vont être de nouveau mis sur le devant de la scène pour avoir une nouvelle vie littéraire, une vie plus riche et géographiquement plus étendue. Ils vont voyager, ils vont rencontrer des lecteurs, ils vont rencontrer des cultures différentes. Ils vont se mesurer à ces cultures. Et donc, c'est une grande gloire du prix des 5 continents de la francophonie. Et j'espère que ce prix va durer encore de nombreuses années, peut-être des siècles, tant que nous durerons, tant qu'il y aura des personnes qui voudront lire des livres. On dit que les livres se portent mal, mais je crois que ce n'est pas vrai. Les livres, et ce prix en est la démonstration, les livres se portent bien. Et donc je mets tout mon espoir dans ce prix pour que la littérature continue d'exister, qu'elle permette les relations entre les cultures, les relations entre les individus. Donc merci à tous et merci particulièrement encore une fois à Myriam. Merci Jean-Marie Gustave Leclésio pour ce témoignage
qui nous fait chaud au cœur. Et sans plus tarder, je vais demander aux membres du jury de bien vouloir regagner la salle, sauf Paula. Paula, vous restez. Voilà. Et je vais demander à notre secrétaire générale, Madame Louise Mouchikiwabo, de bien vouloir nous rejoindre sur le podium, ainsi que... Voilà, Madame. Oui. Voilà. Je vais également demander à Paula de proclamer et d'appeler sur le podium les deux lauréats, donc le lauréat et la mention spéciale. Niville, je les appelle tous les deux d'un coup, je ménage le suspense. Oui, le suspense, et puis on applaudit, enfin Très la bien. totale. Hein. Bon, d'abord, je dois vous dire que nous avons, comme toutes les autres années, mais cette année également, 2 lauréats extraordinaires, 2 livres formidables, bouleversants, qui n'ont aucun rapport entre eux et en même temps plein de rapports. Parce que ce sont des livres, dans les 2 livres, ce sont des déracinés. L'auteur est un déraciné, les personnages sont des déracinés, ce qui convient tout à fait finalement à ce prix de l'ailleurs. Alors le prix, la mention spéciale est allée à Miguel Bonnefoy. Miguel. Miguel, alors je vais rapidement présenter ton livre. Ton livre s'appelle Héritage. Je crois que c'est ton 4e roman. Miguel, alors oui. Ah bon, d'accord. Et ensuite on en parle. Très bien. Très bien, ok. Alors, donc, le prix qui a remporté le grand prix de la francophonie, c'est un premier roman, c'est le roman de Karim Katan. Bonjour Karim, venez nous rejoindre. Karim, votre livre s'intitule Le Palais des 2 collines. Il est publié par la maison d'édition Elisade, qui est une maison d'édition tunisienne. Et comme je le disais, il a beaucoup de points communs et aucun point commun avec celui de Miguel, sinon que les 2 livres sont d'une écriture absolument merveilleuse. Nous aurons l'occasion d'en parler. Je vous félicite, Karim, d'avoir remporté ce prix qui va vous procurer une certaine somme d'argent. Voilà, ce n'est pas négligeable et qui va vous faire voyager en dépit de ce Covid qui finira bien par s'arrêter. Si vous voulez vous asseoir, Karim. Voilà, je reprends la main. Voilà, oui. Merci. Alors, je vais également demander à Beata de se mettre au pupitre. Beata est notre lauréate sortante pour l'édition 2020 du prix qu'elle avait obtenu pour tous ses enfants dispersés aux éditions Autrement. Donc, Beata, tu préfères te mettre au pupitre ou tu préfères être comme tu veux? Alors, Madame la secrétaire générale, si vous en convenez, nous allons écouter notre lauréate sortante. Je voudrais lui demander de nous dire en quoi, justement, comme Paula l'a très justement dit, et Jean-Marie également, le prix des 5 continents est un prix qui vous accompagne pendant une année pour vous permettre de rayonner et d'être découverte, vue, visibilisée à l'international. Avons-nous bien fait notre travail, Beata? Voilà la question que je vous pose et je vous demande de nous dire un petit peu, de nous parler de cette expérience de promotion et d'internationalisation. Merci, la parole est à vous. Merci Nivine Khaled. J'étais ici il y a 1 an et aujourd'hui, être là de nouveau, la boucle est bouclée. Et oui, dire de nouveau ma gratitude immense envers les membres du jury pour ce prix. Être ici, c'est comme si la boucle était bouclée et je regardais le logo multicolore de l'OIF. Le français m'a littéralement sauvé la vie il y a 28 ans. Le fait de parler français et cette vie a été transformée par le prix des 5 continents de la francophonie. C'est une première boucle. Dans une première vie, je travaillais dans ce qu'on appelle l'humanitaire. Et donc, ces pays, le Vietnam, la Roumanie, le Canada,
le Sénégal, ce sont des pays où j'étais allée. Et quand j'y allais, je travaillais pour plusieurs ONG, mais notamment quand j'arrivais, on me disait sans frontières, on m'appelait sans frontières. Et, mais alors, à ce moment-là, je travaillais avec le corps des gens. Et le prix des 5 continents de la francophonie m'a amenée de nouveau à Dakar, à Ottawa, à Hanoï, à Bucarest. Mais cette fois-ci, c'était avec un livre et qui rentrait dans le cœur des gens. C'est la deuxième boucle que m'a permis de boucler ce prix parce que j'arrivais avec cette histoire, ce roman, tous les enfants dispersés que vous aviez sélectionné. Et c'était une autre façon d'être sans frontières. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, Miguel et Karim, de rentrer complètement dans cette boucle-là, qui va durer une année, qui va changer votre vie, qui va faire voyager votre texte, et avec lui, vos pays, ce que vous racontez, ce que vous portez dans votre merveilleuse littérature. Et voilà. Profitez pleinement de cette boucle. Et encore merci, mille merci à l'OIF et aux membres du jury. Et évidemment, comme le disait... Comme le disait Monsieur Leclésio, comme le disait Madame Jacques, c'est aussi tous les comités de lecture en amont dans tous ces pays-là qui font un travail formidable et qu'il faut remercier. Merci. Madame la secrétaire générale, c'est maintenant vers vous que je me tourne parce que ce prix est né il y a 20 ans de la réflexion, du travail et de l'ambition de l'organisation que vous dirigez. Mais aussi parce que vous avez désiré que cette ambition grandisse, que ce prix se modernise, qu'il s'actualise pour porter haut et fort la francophonie de l'avenir que vous-même portez résolument. Voilà. Louise Mouchikiwabo, secrétaire générale de la francophonie, la parole est à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nivine. J'ai l'impression de casser, de gâcher une si belle conversation. C'est un grand moment pour nous. Ce prix des 5 continents, dès que je suis arrivée à la tête de cette organisation, j'ai voulu que ce prix soit comme le beau-frère de Fauzia avait dit. C'est vrai que c'est un prix formidable. Et j'ai le sentiment, je suis rentrée hier du Cambodge, du Vietnam. Avant cela, j'étais aux Émirats arabes unis pour le 20 mars. Je vais la semaine prochaine en Louisiane. Après cela, je vais à Québec. Et ce prix des 5 continents est à l'image de la francophonie. Un monde qui est spécial, qui est beau. Et une langue qui vient juste agrémenter ce monde. J'ai demandé à mes équipes depuis 3 ans, et le petit virus s'est placé au milieu de notre chemin, mais pas vraiment, que ce prix doit avoir la notoriété qui est à l'image de ce prix. Et nous y travaillons. J'aimerais beaucoup que le prochain prix soit vraiment sur les 5 continents. Et nous allons nous assurer, bien à l'avance, d'alerter les 5 continents pour qu'ils soient au rendez-vous de ces belles histoires, des histoires de vie, telles qu'on a entendues ce matin. Mesdames et messieurs les représentants des chefs d'État et de gouvernement, chers membres du jury, chers collaborateurs, mesdames et messieurs, j'ai écouté avec beaucoup d'attention vos propos, chers membres du jury, sur ce prix.
et j'ai pu mesurer la profondeur de votre attachement à cette récompense littéraire dont nous célébrons aujourd'hui la 20e édition. J'ai bien pris note aussi de votre souhait, qui est le mien, que ce prix gagne en force et en notoriété et que les petits montants, le peu d'argent associé à ce prix soit un montant beaucoup plus important. C'est un souhait que je partage et depuis le début de mon mandat, comme je le disais tout à l'heure, je veux œuvrer pour un plus grand rayonnement de cette récompense unique en son genre, parce qu'elle met en valeur toute la diversité de la création littéraire en langue française. Plusieurs raisons expliquent l'importance que j'attache au prix des 5 continents de la francophonie. D'abord, mon propre parcours personnel. Ma découverte de la littérature en langue française au lycée Notre-Dame dans les hautes montagnes du nord du Rwanda. Quand je passais des heures à la bibliothèque et me faisais chasser le soir parce que j'aimais passer mes soirées dans la bibliothèque avec 2 gros dictionnaires et plusieurs livres par terre. Je suis très attachée à la lecture. Et j'en ai gardé une sensibilité particulière parce que le monde des livres et de l'écriture, que mes activités de diplomate n'ont fait que compléter, pas du tout entamées, fort heureusement. Ces années de lycée ou de faculté où j'ai appris à connaître, à aimer, à analyser, à traduire, parce que j'ai fait des études de traduction aussi, d'interprétariat. Ces années m'ont donné la certitude que la littérature est sans conteste le lieu de tous les possibles et de tous les partagés. Je pense que cette belle conversation qu'on a ce matin nous l'a prouvé s'il fallait le prouver. J'ai donc grandi dans un monde et dans une famille littéraire. Mon oncle, feu l'abbé Alexis Kagame, étant l'homme qui a écrit les tout premiers livres dans le Rwanda de l'époque, et que c'est un homme aussi qui aimait raconter l'histoire des vies, de plusieurs vies, de son parcours, un homme qui est devenu un homme de religion, puisqu'il est devenu prêtre, l'abbé Kagame, qu'il a fait tous ces mondes-là dont on a parlé tout à l'heure, à une époque où c'était presque impossible de voyager, qui revenait vers nous, dans la famille, avec beaucoup d'histoires. De ses études en Italie, de son voyage au Ghana, des pays que je ne connaissais pas du tout. Et ça m'a donné envie de lire et de comprendre. Donc ce prix est un prix qui va au-delà des histoires de vie. C'est un livre, c'est un prix qui aussi ouvre les esprits. Et c'est là le mérite de la lecture et de la littérature. Pour cette 20e édition du prix que nous fêtons ensemble, nous avons voulu plus et mieux. Je constate ainsi avec satisfaction que les comités de lecture, qui font un travail magnifique, chargés de la présélection des ouvrages présentés par les éditeurs du monde entier, se multiplient pour devenir plus représentatifs de la diversité géographique de l'espace francophone. J'ai tenu également à ce que le prestigieux jury international accueille de nouveaux talents, de jeunes plumes qui apportent une vision renouvelée des goûts et des tendances. Comme vous, chère présidente et chers membres du jury,
je souhaite que le prix soit davantage connu dans les cercles littéraires traditionnels de nos pays, dans nos petits villages, mais aussi auprès de la jeunesse, qu'ils savourent ces histoires de vie, comme nous, dans les salles de classe et dans les universités, que les œuvres primées s'invitent au détour d'une leçon où l'on apprendra que les mots de la langue française sont définis aussi bien dans le Larousse ou le Petit Robert que dans le dictionnaire des francophonies, des francophones, qui déclinent les multiples variétés de cette langue, en y ajoutant un peu de couleur et un peu de saveur. Au-delà des systèmes scolaires et universitaires, ces ouvrages célébrés par notre prix sont lus, parfois joués, dansés même dans les claques, ce réseau original de 300 centres de lecture et d'animation culturelle répartis sur 23 territoires de l'espace francophone qui soutiennent et font vivre les politiques de lecture publique. Chers lauréats, vos ouvrages touchent ainsi les jeunes des régions les plus éloignées et les moins favorisées qui, au fil d'une lecture, d'une représentation ou d'un chant, découvrent une langue française parée, enrichie de la diversité que chaque créateur lui a insufflée. Je tiens à vous remercier et à vous féliciter encore une fois. Chers lauréats, ce prix, je l'espère, sera un accélérateur de votre succès, en plus de nous réjouir, nous les lecteurs. Il a été pour beaucoup de ceux qui vous ont précédé, Béata en a parlé il y a un instant. Ainsi, Mathias Hénard, lauréat de notre prix en 2004, a obtenu le prix Goncourt en 2015. Alain Mabankou, lauréat du prix des 5 continents en 2005, a pour sa part reçu le prix Renaudot en 2006. La Québécoise Jocelyne Saucier, lauréate de notre prix en 2011, a obtenu par la suite plus d'une dizaine d'autres prix pour le même titre. Quant à Kamel Daoud, primé en 2014, il a obtenu le prix François Mauriac et le prix Goncourt du premier roman en 2015. Et tout dernièrement, Mohamed Bongar Sarr, avant d'obtenir le prix Goncourt en 2021, est passé par la case francophonie en figurant 2 fois parmi les finalistes de notre prix. Ce prix est donc un vrai prix des 5 continents et de tous les talents. Mesdames et messieurs, chers collaborateurs de l'OIF, je suis heureuse que la remise du prix ait lieu au dernier jour du mois de mars, qui est traditionnellement le mois de la francophonie. Comme vous le savez, le thème de la journée de la francophonie est cette année la francophonie de l'avenir. Et il n'y a pas d'avenir sans passé. J'ai voulu dédier cette journée, cette semaine, cette quinzaine, ce mois à tous les jeunes de l'espace francophone, en partie parce que je veux qu'ils éprouvent les mêmes sentiments que nous éprouvons avec ces livres, qu'ils vivent la même expérience que nous vivons, nous qui sommes un tout petit peu plus âgés qu'eux. À leur formidable créativité, à leur inventivité qui méritent notre accompagnement et notre soutien constant. La francophonie de l'avenir, c'est aussi celle qui a été dignement représentée par notre lauréate sortante, Béata Omobiei Mérès, qui symbolise si bien la femme francophone engagée, éclairée et éclairante pour sa communauté et pour le monde. En décernant ce prix chaque année, l'Organisation internationale de la francophonie n'ajoute pas une récompense supplémentaire à la longue liste de celles qui célèbrent les chefs-d'œuvre des littératures en français. Elle ouvre la voie à cette approche pluriculturelle qui lui est si chère. Ainsi, les 20 lauréats du prix des 5 continents ont tous su exprimer avec sensibilité la beauté, la force, la saveur et parfois la violence de leur univers
de notre univers. Chers lauréats, chers membres du jury, mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre attention. Madame la secrétaire générale, à notre tour de vous remercier pour cette posture, cette vigilance, cette attention que vous avez à la force du prix des 5 continents, à savoir la diversité linguistique et culturelle de l'édition en langue française. Cette diversité, elle est fièrement représentée par vous, Miguel Bonnefoy, mention spéciale du prix des 5 continents de la francophonie. Vous êtes né, pour les personnes qui pourraient ne pas vous connaître, vous êtes né en France, mais vous êtes aussi partagé entre 3 pays, entre l'Hexagone, le Chili et le Venezuela. Et vous avez écrit plusieurs romans. Celui qui nous intéresse aujourd'hui est édité aux éditions Rivage, dont je salue la représentante ou les représentants et que je félicite pour le travail exceptionnel qu'ils nous font remonter. Donc, vous avez écrit plusieurs romans chez ces mêmes éditions. Héritage a été donc primé par mention spéciale du prix des 5 continents, mais il avait déjà obtenu un prix, le prix des libraires en 2020. Et je tenais à préciser aussi que votre ouvrage a été traduit dans plusieurs langues. Sans plus tarder, c'est à vous que revient la parole. Pouvez-vous nous dire, nous expliquer, nous parler de cette saga qui trouve résonance malheureusement avec un petit peu ce qui se passe actuellement aux portes de l'Europe. La parole est à vous, Miguel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci bien. En effet, eh bien, vous pouvez imaginer que lorsque j'ai reçu l'appel de Paula et de Myriam pour me dire que j'avais reçu pour la 2e fois la mention spéciale du prix des 5 continents, parce que c'est la 2e fois que je viens, je récidive visiblement. J'étais à ce moment-là dans un métro à Berlin, où j'habite, en train de revenir de la crèche avec la petite. Et au début, j'ai cru qu'il y avait un malentendu, qu'il y avait une erreur, parce que ça a coupé énormément, parce qu'il n'y avait pas de réseau. Je connaissais en plus toute la liste des finalistes, et je savais que je n'avais absolument aucune chance devant des personnes qui avaient des talents aussi internationaux et aussi forts. Et je savais aussi qu'il y avait des comités de lecture un petit peu partout dans le monde, dans les 5 continents, et peut-être que mon nom, c'était comme... égaré, c'était peut-être perdu par accident comme ça et était remonté dans les listes jusqu'au bout, au point que lorsque j'ai compris que je l'avais vraiment eu et que j'ai raccroché, je me suis tourné vers la seule personne avec qui j'étais dans le wagon, qui était ma fille, qui a 1 an et demi, ainsi qui était dans la poussette, et je lui ai raconté l'affaire. Et la seule chose qu'elle a pu répondre, ça a été « chocolate ». Donc, eh bien, cependant, c'est vrai qu'il y a une forme de cohérence avec ce prix, puisque, d'une certaine manière, le livre a été pensé en espagnol du Chili, a été écrit en français, a été rédigé à Rome, à la Villa Médicis, où j'étais pensionnaire, a été ensuite publié à Paris, écrit par un Vénézuélien qui habite à Berlin et qui est marié avec une Danoise. Donc vous pouvez imaginer qu'il y a 6 cultures, il y a 6 traditions. Il y a 6 idiosyncrasies qui se sont convergées ensemble pour aboutir à un syncrétisme, à un croisement, et qui donne finalement cette langue peut-être, et cette histoire qui est à la fois une histoire de migration, d'exil, de déchirure, de grandeur et de bassesse dans l'histoire. Donc je veux croire qu'aujourd'hui vous distinguez non pas un livre, non pas seulement un roman ou un récit, mais c'est également l'expression d'un métissage que vous êtes en train de distinguer. Et au-delà de mon livre, je trouve que ce prix a cette force-là. Et il est beau de voir comment est développé, comment est participé, comment se perdure un prix qui, justement, est la victoire de la fraternité, et la victoire de la solidarité, et la victoire de la rencontre entre les peuples, et surtout, et encore, et la victoire de l'art sur la barbarie. Je pense qu'il est inconcevable aujourd'hui d'être en train de recevoir un prix et d'être assis sur ce podium sans penser à ce qui est en train de se passer dans le monde et comment le monde se déchire, sans penser que tandis qu'on est en train de bombarder l'Ukraine, eh bien, de la même manière et au même moment, les États-Unis sont aussi en train de bombarder la Somalie, on est aussi en train de bombarder Damas, on est aussi en train de bombarder le Yémen.
Il y a une semaine, j'étais à Berlin avec un grand écrivain, Taki Aklaki, un écrivain afghan, qui me racontait comment son père était en train de brûler dans l'arrière-cour de sa maison des romans de Dostoïevski parce qu'il avait peur quand les talibans allaient venir fouiller sa maison. Juste à côté, il y avait une compositrice égyptienne qui, elle, me montrait les traces irréparables et néfastes qu'avait laissé le Covid dans le tissu culturel de son pays. Et à la même table, il y avait un poète de Sri Lanka qui nous disait avec horreur les labyrinthes dantesques des consulats et des ambassades, parce que tout simplement, il avait un passeport qui, visiblement, n'est pas le bon dans le moment où on est. Alors, le monde est fait avec des astres, et je pense à cette phrase de Camus qui dit que chaque génération essaye sans cesse de refaire le monde. Eh bien, peut-être la nôtre a une charge encore plus lourde, plus grande et plus vaste, qui est celle d'empêcher le monde de se défaire. Alors oui. Eh bien, merci pour ce prix. Car visiblement, face à un monde qui est en train de se déchirer, face à la montée des extrêmes, face à la montée des fascismes, face à la xénophobie et au racisme, il y a des prix comme celui-ci justement qui montrent qu'il existe au cœur des équipes de l'OIF, au cœur des écrivains brillants comme Karim et comme Paula, au cœur des lecteurs, au cœur des gens des comités, une terre d'asile et de chocolat, visiblement, dans lequel on peut encore se réfugier. Merci. Merci Miguel, vous nous avez fait envie de lire, d'écouter et d'entendre vos textes. C'est pourquoi, sans plus tarder, j'appelle au podium, au pupitre, j'appelle Rim Turki, la comédienne Rim Turki, qui va nous faire le plaisir d'écouter et d'entendre, puisqu'elle va nous raconter vos textes. Et je vais simplement vous dire que Rim est une comédienne qui a tenu plusieurs rôles dans des films comme La Porte du Soleil de l'Égyptien Yosri Nasrallah, et plus récemment dans Memory Box. Rim, nous vous écoutons nous dire et nous raconter Héritage. Lazare Lonsonnier lisait dans son bain quand la nouvelle de la Première Guerre mondiale arriva jusqu'au Chili. À cette époque, il avait pris l'habitude de feuilleter le journal français, à 12 000 km de distance, dans une eau parfumée d'écorce de citron. Et plus tard, lorsqu'il revint du front avec une moitié de poumon, ayant perdu 2 frères dans les tranchées de la Marne, il ne put jamais réellement séparer l'odeur des agrumes de celle des obus. Selon le récit familial, son père avait autrefois fui la France avec 30 francs dans une poche et un pied de vigne dans l'autre. Né à Lons-le-Saunier, sur les coteaux du Jura, il tenait un vignoble de 6 hectares quand la maladie du phylloxéra apparut, sécha ses ceps et le poussa à la faillite. Il ne lui resta en quelques mois, après 4 générations de vignerons, en contrebas des versants, que des racines mortes dans des vergers de pommiers et des plantes sauvages desquelles il tirait une absinthe triste. Il quitta ce pays de calcaire et de céréales, de morilles et de noix, pour s'embarquer sur un navire en fer qui partait du Havre en direction de la Californie. Le canal de Panama n'étant pas encore ouvert, il dut faire le tour par le sud de l'Amérique et voyagea pendant 40 jours à bord d'un cap ornier où 200 hommes, entassés dans des soutes remplies de cages à oiseaux, jouaient des fanfares si bruyantes qu'il fut incapable de fermer l'œil jusqu'aux côtes de la Patagonie. Un soir qu'il errait comme un somnambule dans un couloir de couchette, il vit dans l'ombre une vieille femme couverte de bracelets, aux lèvres jaunes, assise sur une chaise de rotin, au front tatoué d'étoiles, qui lui fit signe d'approcher. « Tu n'arrives pas à dormir ?» demanda-t-elle. Elle sortit de son corsage une petite pierre verte, creusée de cavernes minuscules et scintillantes, pas plus grosse qu'une perle d'agate. « C'est 3 francs, lui dit-elle. Il paya, et la vieille femme brûla la pierre sur une écaille de tortue qu'elle agita sous son nez. La fumée lui monta si brusquement à la tête qu'il crut défaillir. Cette nuit-là, il dormit pendant 47 heures d'un sommeil ferme et profond, en rêvant à des vignes d'or parsemées de créatures marines. À son réveil, il vomit tout ce qu'il avait dans le ventre et ne put se lever du lit tant son corps lui parut d'une lourdeur insoutenable.
Il ne sut jamais si ce furent les fumées de la vieille gitane ou l'odeur fétide des cages à oiseaux, mais il sombra dans un état de fièvre délirante pendant la traversée du détroit de Magellan, hallucina parmi ces cathédrales de glace, voyant sa peau se couvrir de taches grises comme si elle s'effritait en cendres. Le capitaine, qui avait appris à reconnaître les premiers signes de la magie noire, n'eut besoin que d'un coup d'œil pour deviner les dangers d'une épidémie. « La fièvre typhoïde », déclara-t-il. « On le descendra à la prochaine escale. » C'est ainsi qu'il débarqua au Chili, à Valparaiso, en pleine guerre du Pacifique, dans un pays qu'il ne savait pas placer sur une carte et dont il ignorait tout à fait la langue. À son arrivée, il rejoignit la longue queue qui s'étirait devant un entrepôt de pêche avant d'atteindre le poste de douane. Il s'aperçut que l'agent du service d'immigration posait systématiquement 2 questions à chaque passager avant de tamponner leur fiche. Il en conclut que la première devait concerner sa provenance et la deuxième, logiquement, sa destination. Quand vint son tour, l'agent lui demanda, sans lever les yeux sur lui, « Nombre ». Ne comprenant rien à l'espagnol, mais convaincu d'avoir deviné la question, il répondit sans hésiter « L'on le soignait ». Le visage de l'agent n'exprima rien. Avec un geste fatigué de la main, il nota lentement « L'on soignait ». « Fecha de nacimiento ». Il reprit « Californie ». L'agent haussa les épaules, écrivit une date et lui tendit sa fiche. À partir de cet instant, cet homme, qui avait quitté les vignobles du Jura, fut rebaptisé Lonsonnier et naquit une seconde fois le 21 mai, jour de son arrivée au Chili. Au cours du siècle qui suivit, il ne reprit jamais la route vers le nord, découragé par le désert d'Atacama autant que par la sorcellerie des chamans, ce qui lui faisait dire parfois en regardant les collines de la cordillère « Le Chili m'a toujours fait penser à la Californie ». Bientôt, Lonsonnier s'habitua aux saisons inversées, aux siestes en milieu de journée, et à ce nouveau nom qui, malgré tout, avait conservé des sonorités françaises. Il sut annoncer les tremblements de terre et ne tarda pas à remercier Dieu pour tout, même pour le malheur. Au bout de quelques mois, il parlait comme s'il était né dans la région, roulant les airs comme les pierres d'une rivière, trahi pourtant par un léger accent. Comme on lui avait appris à lire les constellations du zodiaque et à mesurer les distances astronomiques, il déchiffra la nouvelle écriture australe, où l'algèbre des étoiles était fugitive, et comprit qu'il s'était installé dans un autre monde, fait de pumas et d'araucaria, un premier monde peuplé de géants, de pierres, de saules et de condors. Il fut engagé comme chef de culture dans le domaine viticole de Concha y Toro et créa plusieurs chais qu'on appelait bodegas dans les fermes d'éleveurs de lamas et de dresseuses d'oies. La vieille vigne française sur la robe de la cordillère réclamait une seconde jeunesse dans ce lambeau de terre, étroit et long, suspendu au continent comme une épée à sa ceinture, où le soleil était bleu. Rapidement, il intégra un cercle fait d'expatriés, de transplantés, de chilianisés, reliés par d'habiles alliances et enrichis par le commerce du vin étranger. Lui qui avait pris la route vers l'inconnu, qui était un humble vigneron, un pauvre paysan, se trouva brusquement à la tête de plusieurs domaines et devint un ingénieux homme d'affaires. Rien, ni les guerres, ni le phylloxéra, ni les soulèvements, ni les dictatures, ne pouvaient désormais troubler sa nouvelle prospérité, si bien que lorsqu'il fêta sa première année à Santiago, Lonsonnier bénit le jour où une gitane, à bord d'un navire en fer, avait brûlé une pierre verte sous son nez. Il se maria avec Delphine Morizet, une rousse frêle et délicate aux cheveux raides, issue d'une ancienne famille bordelaise marchande de parapluies. Delphine racontait que sa famille avait décidé d'émigrer à San Francisco à la suite d'une sécheresse en France dans l'espoir d'ouvrir un magasin en Californie. Les Morizet avaient traversé l'Atlantique, longé le Brésil et l'Argentine, avant de passer par le détroit de Magellan, où ils firent une escale dans le port de Valparaiso. Par une ironie de l'histoire, ce jour-là, il pleuvait. Son père, M. Morizet, en homme décidé, était descendu sur le quai et avait vendu en 1 heure tous les parapluies qu'il avait emportés dans de grandes malles scellées. Il n'avait jamais repris le bateau pour San Francisco
et s'était établi définitivement dans ce pays bruyineux, serré entre une montagne et un océan, où l'on disait que dans certaines régions, la pluie pouvait tomber pendant un demi-siècle. Le couple, uni par les accidents du destin, s'installa à Santiago dans une maison de style andalou, sur la rue Santo Domingo, près du fleuve Mapocho dont les crues suivaient la fonte des neiges. La façade était cachée par 3 citronniers. Les pièces, toutes hautes de plafond, exhibaient un mobilier d'époque empire composé de vanneries en osier de Punta Arenas. En décembre, on faisait venir des spécialités françaises et la maison se remplissait de cartons, de citrouilles et de paupiettes de veau, de cages pleines de cailles vivantes et de faisans déplumés, déjà posés sur leur plateau d'argent, dont les chairs étaient si raffermies par le voyage qu'on ne pouvait les couper à l'arrivée. Les femmes se livraient alors à des expériences culinaires invraisemblables qui semblaient plus proches de la sorcellerie que de la gastronomie. Elles mêlaient aux vieilles traditions des tables françaises la végétation de la cordillère, embaumant les couloirs d'odeurs mystérieuses et de fumée jaune. On servait des empanadas farcies de boudin, du coq au malbec, des pasteles de jaiba avec du maroilles et des reblochons si puants que les servantes chiliennes pensaient qu'ils provenaient sans doute de vaches malades. Les enfants qu'ils eurent, dont les veines n'avaient pas une seule goutte de sang latino-américain, furent plus français que les Français. Lazare Lonsonnier fut le premier d'une fratrie de 3 garçons qui virent le jour dans des chambres au drap rouge, sentant l'aguardiente et la potion de serpent. Bien qu'entourés de matrones qui parlaient le mapuche, leur première langue fut le français. Leurs parents n'avaient pas voulu leur refuser cet héritage qu'ils avaient arraché aux migrations, qu'ils avaient sauvé de l'exil. C'était entre eux comme un refuge secret, un code de classe, à la fois le vestige et le triomphe d'une vie précédente. L'après-midi de la naissance de Lazare, alors qu'on le baptisait sous les citronniers de l'entrée, on se rendit en procession dans le jardin, et vêtus de ponchos blancs, on célébra cet instant en repiquant le pied de vigne que le vieux Lonsonnier avait conservé avec un peu de terre dans un chapeau. Maintenant, dit-il, tassant la terre autour du tronc, nous avons réellement planté nos racines. Dès lors, sans jamais y avoir été, le jeune Lazare Lonsonnier imagina la France avec la même fantaisie que les chroniqueurs des Indes avaient probablement imaginé le Nouveau Monde. Il passa sa jeunesse dans un univers d'histoires magiques et lointaines, protégé des guerres et des bouleversements politiques, rêvant d'une France qu'on avait dépeint comme une sirène. Il y voyait un empire qui avait poussé si loin l'art du raffinement que les récits des voyageurs ne parvenaient pas à dépasser l'empire lui-même. La distance, le déracinement, le temps avaient embelli ces lieux que ses parents avaient quittés avec amertume, de sorte que, sans la connaître, la France lui manquait. Nous sommes arrivés maintenant au tour de Karim Katan. Karim, vous êtes le lauréat du prix des 5 continents de la francophonie. Et je donne la parole tout de suite à Jean-Marie Gustave Leclésio qui voudrait intervenir à ce stade. Oui, merci de me donner la parole. Et donc, Karim Katan, c'est un écrivain né, je dirais, parce que ce qu'il exprime, c'est quelque chose de à la fois très intime et très puissant. C'est quelque chose qui peut nous émouvoir parce que nous connaissons l'histoire dont il est question, mais nous ne la connaissons pas de ce point de vue. Nous ne la connaissons pas par l'intérieur. Un grand écrivain palestinien, appartenant à votre pays, Émile Habibi, a parlé de l'exil intérieur. Et je crois que c'est ce que vous traduisez dans votre roman. L'exil intérieur, parce que l'exil, ce n'est pas nécessairement être déplacé géographiquement. La plupart du temps, c'est cela. Mais c'est aussi le sentiment de n'avoir aucune appartenance, que l'on vous a enlevé quelque chose qui vous permet d'appartenir à un lieu, à une culture, à une histoire. Et dans votre roman, ce magnifique roman plein de nostalgie, d'humour, de tendresse, de violence, tout cela mélangé,
Et, il y a ce sentiment très fort de l'exil intérieur, c'est-à-dire qu'il a manqué quelque chose, qu'il y a quelque chose qui fait défaut, et ce quelque chose cette absence trouve son remède dans le fait de l'écrire. Donc voilà, c'est un très beau livre. J'ai parlé de tendresse et d'humour, et je crois que les personnes qui appartiennent à cette histoire ne peuvent trouver d'autre remède que dans l'humour, que dans cette distanciation qui permet de supporter l'insupportable. Donc je vais vous laisser lire parce que je crois qu'il faut vous écouter. Et merci pour ce très beau roman. C'est magnifique. Karim, on vous donne la parole pour que vous puissiez vous exprimer à propos de Le Palais des Deux Collines. Merci. Ça marche ? Oui. Merci beaucoup. Du coup, je suis un peu pris de court. Merci beaucoup, Monsieur Leclésio, pour ces mots qui me touchent énormément. Il faut que je dise que j'ai fait une thèse de littérature comparée sur le désert et que du coup, vous êtes dans mon corpus. Donc, c'est vraiment... Enfin, je suis très troublé. Alors j'avais pris des petites notes, mais comme toujours dans ma vie, je me rends compte que j'écris mal et que j'arrive pas à les lire, mais j'aimerais... Donc pour ne rien oublier, d'abord, je suis très content en fait d'être en présence de beaucoup de mes amis les plus proches et de ma famille ici, ce qui est vraiment très rare pendant cette période de pandémie. Donc je suis très reconnaissant à eux d'être là. Je voudrais remercier l'organisation de la francophonie, Madame la secrétaire générale et Nivine Khaled pour cet honneur extraordinaire. Et je voudrais aussi remercier énormément pour sa grande patience à toutes les heures de la journée, par tous les moyens de communication différents, parce que j'ai passé 3 mois maintenant, je pense, à poser 1 milliard de questions à Myriam Sangorba, qui m'a toujours très gentiment répondu, qui a toujours été là et un soutien. Donc merci beaucoup, Myriam, pour ça. Évidemment, moi, le prix des 5 continents de la francophonie, je le connais d'abord en tant que lecteur, parce que je pense que, personnellement, il y a très peu de... Je sais pas si je devrais... Il y a très peu de prix littéraires français contemporains qui font des sélections que je trouve intéressantes. Le prix des 5 continents, c'est un prix dont j'ai très souvent lu les livres finalistes, et ça a toujours été des super ouvrages. Donc vraiment, quand vous avez tous parlé de la singularité de ce prix, je trouve qu'elle se sent, et effectivement, c'est le travail donc un peu invisible des comités de lecture. Moi, ça me donne un peu le vertige aussi de me dire qu'il y a des comités de lecture. Moi, j'ai toujours tendance à penser que c'est mes parents et mes amis qui me lisent, mais non, en fait, il y a effectivement 5 continents de gens. Vraiment, ça me donne le vertige. Et ensuite, évidemment, le travail extraordinaire du jury, que je voudrais vraiment particulièrement chaleureusement remercier, parce que il a un peu donné sa chance à ce livre, qui auparavant n'était pas forcément très visible, pour toutes sortes de raisons. Donc vraiment, je sais que c'est aussi c'est un peu un acte de foi, et que je mesure à sa juste valeur. Donc je suis vraiment très reconnaissant. Et je trouve que ça prouve, comme les listes toujours des finalistes des 5 continents, ce que ça m'a toujours montré, parce que ce qui m'a toujours plu en fait, c'est que en passant par la francophonie, ce qu'on fait, c'est qu'on provincialise aussi la France, qui devient une périphérie finalement de la francophonie, qui devient un pays comme un autre, et qui n'est pas le pays d'où émerge la littérature la plus intéressante en français. Elle émerge de partout ailleurs, parce qu'on écrit en français pour toutes sortes de raisons partout. Et les livres de ce prix, souvent, alors je ne suis pas forcément fan de tous les livres, mais je trouve que tous les livres me donnent quelque chose de très dense. C'est un engagement toujours très dense, et c'est quand même rare en fait. C'est
c'est toujours des singularités, en fait. C'est toujours voilà, des livres singuliers qui proposent quelque chose soit d'ardu parfois, parfois de dur, parfois de compliqué, d'accessible ou de pas accessible, qui me récompense toujours en tant que lecteur. Et ça m'amène à ce qui, pour moi, ça a été mentionné plusieurs fois. Ce prix, je le partage surtout, et très fièrement, avec mon éditeur, donc les éditions Elisade. Merveilleuse maison d'édition basée en Tunisie notamment, dont une représentante, Vanessa Pécastin, est là, et dont un écrivain, lui-même lauréat de ce prix en 2017, Yamen Manaï, sont présents. Et je pense que le fait même que le prix de la francophonie ait à plusieurs reprises récompensé des éditions indépendantes d'autres pays, donc notoirement, on sait quand même notoirement que la littérature française n'est pas accueillante des espaces d'ailleurs. Et en fait, ça, c'est un choix que je trouve extrêmement fort et extrêmement important. Et je pense que ça contribue, quand on parle et qu'on réfléchit à l'importance du prix des 5 continents, je pense que ce choix d'aller voir, en fait, tout ce qui se fait, et notamment tout le travail des maisons d'édition d'ailleurs, c'est essentiel. Donc je suis vraiment très heureux. Je suis très heureux d'avoir ce prix, moi. Je suis vraiment content. Mais vraiment très heureux de le partager avec Elisade. Donc merci à tous, vraiment. Karim, est-ce que je peux vous demander quelque chose? Vous avez écrit un livre très intime. Alors, parlez-nous de votre rapport à cette histoire. Parlez-nous un peu de ce risque que vous avez pris en écrivant ce livre, d'une certaine manière. Oui, bonne question. Bonne question. Je suis allé voir Rim Turki juste avant qu'on commence. J'ai dit, mes parents sont là. Je ne sais pas si les extraits qu'on a choisis finalement. Mais bon. En fait, écrire... Oui, pardon. Je veux dire en 3 mots. Écrire en temps... Non, c'est moi qui vais vous dire en 3 mots. C'est l'histoire d'un expatrié palestinien qui finalement a une vie peut-être plutôt agréable en Europe et qui un jour reçoit un avis de décès mystérieux dans la maison de son enfance et il retourne dans ce village, dans cette maison qui n'est plus qu'une maison fantôme, dans ce village qui n'est plus qu'un village fantôme, et il est confronté finalement à la réalité de l'histoire de son peuple et de son pays, qui est la disparition d'une certaine manière. Et c'est aussi une espèce de remise à nu, parce que bon, c'est sur la 4e de couverture, donc je ne révèle rien. C'est dans le monde arabe, ce n'est pas facile de mettre en scène un héros qui est homosexuel. Ah, moi, j'ai pas vraiment... Enfin, ça, pour moi, ça a pas... je vous avoue, ça n'a pas été forcément une question, parce que c'est pas forcément un problème en Palestine. Enfin, écrire en tant que Palestinien, c'est toujours prendre un risque énorme. C'est là où, en fait, se situe le risque, parfois même le danger. Et je pense que c'est un livre qui est fondé effectivement sur la disparition. Je pense que c'est peut-être le mot-clé, parce qu'une grande partie de notre travail et de notre identité, et nos identités sont fondées sur ce trou noir originel, qui est la colonisation. Et en fait, ce que je voulais explorer dans ce livre, c'était que se passe-t-il quand une voix en colère exprime la condition palestinienne contemporaine, en fait. Donc c'est ce que fait ce personnage, en fait. Il est en colère, donc... voilà, c'était exploré par un très long monologue adressé à un fantôme, en fait, ce que fait la colère, en fait, et ce que permet la colère. Est-ce qu'elle est audible? Est-ce qu'elle n'est pas audible? Vous avez bien voulu l'entendre, et encore une fois, je suis très content. Je voudrais rebondir et pour ma part également remercier très sincèrement les éditions Elisade pour le travail remarquable qu'elles font auprès de nous et saluer le lauréat du prix des 5 continents 2017 pour Lama Ardent, Yamen Manaï, en salle. Voilà, je vous demande de le saluer. Et nous sommes presque arrivés au terme de cette cérémonie. Nous allons écouter quelques extraits du Palais des 2 collines, lu par Rim Turki.
J'ai fait une bêtise. J'ai 7 ans. Je rentre de l'école directement à la maison. Pas d'escale chez Jihad pour imaginer quelques secondes décoller d'ici, loin des ombres ennemies. Pas question de dévaler chez Joséphine. De toute façon, Ayoub est en haut avec les autres. J'ai fait une énorme bêtise. Les pierres de la maison sont affreusement froides. Va dans ta chambre. Je les épie par le trou de la serrure. Les ombres ennemies sont réunies autour du poêle. Jeannette réchauffe ses mains toutes fripées. Il faut le punir, c'est pas possible. Jeannette suggère la ceinture. On s'interpose, Ayoub dit « Ça va pas, t'es cinglé. On doit lui expliquer ce qu'il a fait. Il a trop d'imagination, c'est tout. » Dire qu'on parle aux fantômes. Jeannette déplore qu'on ne m'ait pas donné une éducation religieuse plus stricte. « Tu crois, demande l'une des ombres ennemies, qu'il va se mettre à croire en Dieu grâce à une fessée ? On rit, et moi je tremble. Et je me dis que les ombres sont d'une grande cruauté de rire ainsi, alors que moi, le condamné, j'attends la sentence. Dans le temps, on y serait allé à la règle, insiste Jeannette. Putain, mais Jeannette, c'est pas possible, dans quel monde tu vis ? C'est Ayoub qui dit ça. Le regard de Jeannette se tourne vers Ayoub. Tu sais que c'est de ta faute. On ne dit rien ici. On ferme les yeux, mais ce qu'il a raconté, c'est ce qu'il voit dans Wadi al-Arwah, quand tu vas voir ta... Mais je n'entends pas le mot qu'elle utilise, car Ayoub s'est levé et a hurlé « Jeannette, ne commence pas !» Et Jeannette dit que tout le village en parle. Ma famille, c'est Ayoub et Joséphine et Jihad. Mais Jeannette, c'est la plus âgée, alors il faut l'écouter. Avec ses lunettes en écaille, elle ressemble à un dragon. Elle ordonne. C'est Ayoub qui va le faire, et avec sa ceinture. Je me couvre les yeux. Ayoub est debout. Ayoub a les cheveux noirs et le visage pâle. Ayoub a les yeux tristes et profonds et sauvages, et des cils aussi longs naturellement que les faux dont s'affublent parfois les jeunes femmes du village. Il me dit « Viens là ». Il ne me regarde pas. Je cherche les ténèbres lumineuses de ses yeux. Il me couche sur ses genoux. Je sens son entrejambe. Je me concentre. Je m'échappe dans ma tête. Je me réfugie dans mon cerveau. Là, ils ne peuvent pas arriver. Et s'ils m'entendaient ? Quand mes pensées sont très fortes, j'ai l'impression qu'elles font un vacarme, tel que le monde entier les voit et les entend. Je me cache. Sa main tombe 1 fois, 2 fois, 3 fois, avec un grand bruit. Un fracas qui m'emplit les oreilles et me fait vibrer la tête. Une sensation de brûlure sur les fesses. Il se lève, il enlève sa ceinture. Le bruit d'une ceinture que l'on défait. Il commence ici, pour toujours. Ne bouge pas, m'ordonne Jeannette. J'ai envie de lui faire une grimace. Ayoub crie « Fils de chien !» Mais je lui pardonne, je sais pourquoi il m'insulte. Il n'a jamais fessé. Il mime les gestes, sans doute, que faisait son père quand il lui donnait des raclées dans les profondeurs du temps où l'on était barbare. Ayoub me traite d'âne, et dans ma tête, je le remercie, car je sais que chaque insulte est un message pour moi. Je suis désolée, je ne sais pas comment te tirer d'affaire. C'est un moment fatidique, un secret tenu entre nous deux. Jeannette me dit « Ce que tu as fait est inacceptable, tu le comprends ?» Oui, tantine, je le comprends. Mais à peine ai-je eu le temps de formuler cette réponse dans ma tête que la ceinture claque au vent et sur mes fesses. C'est si fort que ça me brûle partout. J'oublie le pacte secret qu'on vient de passer avec Ayoub. J'oublie tant Jeannette et tous les autres. La douleur court dans mon corps et jusqu'à mes yeux où elle fait surgir des larmes. Et dans la douleur, je souhaite très fort qu'Ayoub meure, qu'il s'écroule par terre et convulse, qu'il étouffe, qu'il perde la voix tellement il a mal, qu'il me supplie, et je le regarderai, et ce sera son châtiment. Je sais, je devrais me reprendre. Je devrais me lever un jour plein de détermination, faire mes valises, fermer la porte, cette fois-ci derrière moi, rouler jusqu'à l'aéroport sans un regard en arrière, prendre un avion. Je leur dirai « Pardon, je n'étais pas au courant. Je viens me déclarer, ne vous inquiétez pas, je pars. Je me barre. Je vous laisse la maison. »
Je devrais retrouver du travail et sourire parfois, et ma tête ne sera pas en permanence sur le point d'exploser et d'éclabousser ma cervelle et toutes les pensées sur les murs de la maison. Je devrais faire du sport pour vider mon esprit, pour les endorphines. C'est sans doute ça mon problème, c'est chimique, c'est hormonal. Et puis je devrais en faire un projet, surtout, oui, une chose d'avenir, écrire, faire un film, une chanson, enfin, rendre cette torture, cette douleur productive et utile. Je devrais, je n'en doute pas, imposer une forme au jour, ne serait-ce que pour te les raconter et que tu les comprennes, pour que tu puisses m'écouter sans t'ennuyer. Je devrais avoir cette énergie, mais je ne l'ai plus. Je ne l'ai jamais eue. Je suis née fatiguée. Je vais essayer de former à la main, comme l'argile, ma tête, mon corps et mes journées. Je devrais m'engager dans une association caritative ou publier une chronique sur ce qui se passe. Du front. Je suis bien au front. Dire au monde, c'est ainsi qu'il s'agit de penser. Moi, je vous le dis. Moi, je vous dissèque ce que vous ne comprenez pas et je vous offre le monde expliqué. Une seule meunière. Je vous enlève même les arêtes pour que vous ne vous étouffiez pas avec ma détresse. Le malheur, c'est que cette immobilité me sied. Ce rien me va. Le néant me convient. Il est comme moi. Je devrais faire tout ça, mais en réalité, ici, dans ce territoire de lumière qui peu à peu se retire, je suis dans mon berceau. Comment en sortir, puisque je ne le souhaite pas? Je bataille à t'expliquer, Georges, que tout ceci n'est qu'une bonne nouvelle, la plus belle des nouvelles, que le monde est enfin à mon image, vidé de tout. Mon pays me ressemble enfin. Que peut-on souhaiter de plus beau qu'un pays fait à son image? Nous arrivons maintenant au moment tant attendu, le moment de la remise des prix. Mais je vais d'abord demander à notre administrateur, Monsieur Geoffroy Bonpetit, de venir au pupitre. Il a quelques mots à partager avec nous avant de pouvoir remettre la mention spéciale à Miguel Bonnefoy. Et puis... Mesdames et messieurs, chers écrivains, chères écrivaines, membres du corps diplomatique, chers collègues, chers amis de la francophonie, merci d'être avec nous aujourd'hui. Si vous me permettez de faire un petit retour en arrière sur le programme, puisqu'on a fait un hommage à René de Obaldía au début de cette cérémonie, si je puis ajouter un témoignage personnel. J'étais à l'époque, il y a longtemps, jeune étudiant au lycée Claudel à Ottawa. Madame Corrigata, vous avez parlé d'Innocentine. On peut aussi parler de classe terminale. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'étudiants dans la salle qui ont fait du théâtre. Ils ont peut-être sans doute joué dans classe terminale. Mais quelques années plus tard, je travaillais pour la gouverneure générale du Canada, qui avait invité comme ça son bon ami René de Obaldía à venir passer Noël avec elle à Ottawa, à Rideau Hall, la résidence officielle de notre chef de l'État. Et comme je travaillais pour Madame Clarkson, j'ai pris l'occasion de parler à René de Obaldía, de l'appeler, dit bon, vous ne me connaissez pas, vous ne savez pas qui je suis, j'ai joué dans une de vos pièces. Est-ce que ça vous dirait de faire une conférence à mon ancien lycée? Je dis oui, absolument, je le ferai avec plaisir. Et heureusement que le lycée a accepté. Et je me rappelle un homme très généreux, très enthousiaste, qui savait parler aux jeunes et qui nous a beaucoup influencé et fait réfléchir. Et il nous avait surtout rappelé de continuer à vivre avec être un brin subversif et de ne jamais oublier cette brin de folie qui doit toujours nous accompagner. Et donc, je me rappelais toujours d'avoir amené René de Obaldía, académicien, grand homme de lettres, à mon lycée pour faire une conférence qui, j'espère, m'a racheté auprès de mes anciens professeurs pour toutes les bêtises que je leur ai subies. Miguel Bonnefoy, avec votre en héritage, vous nous rappelez qu'on peut quitter un pays avec, comme on l'a dit, 30 francs dans une poche et un pied de vigne dans l'autre pour refaire sa vie, qu'on peut se déraciner de sa terre natale pour s'enraciner dans un autre continent, pour y faire vivre
d'autres générations. Et qu'on peut quitter son pays, son foyer, en apportant aussi avec soi son bien le plus précieux, sa langue maternelle. Et à l'image du patriarche Lonzonier, on peut très bien transplanter cette langue française des coteaux du Jura jusqu'aux contreforts de la Cordillère des Andes. Et avec Héritage, vous nous présentez des portraits d'hommes et de femmes qui ont chacun rendez-vous avec leur destin, qui portent en eux le poids, mais aussi la libération qui vient des choix que l'on est amené à faire au cours d'une vie. Votre roman nous présente des femmes fortes que l'histoire aurait tort d'oublier, comme ces pionnières des premiers jours de l'aviation que vous faites revivre à juste titre dans les pages de votre roman. Des femmes fortes, des personnages forts, comme Delphine, qui perdit 2 de ses 3 fils à la guerre, Thérèse, qui ramena le 3e des limbes, et Margot, qui s'est battue contre le machisme pour devenir pilote, puis militaire, et qui mènera bien des années plus tard un dernier combat pour forcer la junte militaire chilienne à libérer son fils. Notre époque est encore une époque de déchirement, de guerre, de trains de réfugiés, de départs, de migration, de grands dérangements, comme vous l'avez souligné dans votre propos. Une époque où des pères et des mères sont confrontés à des dilemmes, des choix qui auront des conséquences sur des générations. Dans une langue belle, poétique et magique, vous nous offrez une fresque sensible qui nous rappelle l'horreur de la guerre et la folie des hommes et des idéologies, qui nous rappelle surtout qu'au-delà de ces douleurs, il y a pour nous tous un héritage puissant qui nous attend. La richesse de la langue et de la culture, la force du courage, de la loyauté et de l'amitié, et l'amour, qu'il soit conjugal, fraternel ou maternel, l'arme la plus puissante. Il me fait plaisir de vous remettre la mention spéciale du prix des 5 continents pour votre roman Héritage. Félicitations. J'appelle auprès de monsieur l'administrateur Vénus Kourigata pour la remise de la mention spéciale du prix des 5 continents de la francophonie, édition 2021, à Miguel Bonnefoy pour son ouvrage Héritage, paru aux éditions Rivage. C'est maintenant au tour de... Voilà. Voilà. C'est maintenant au tour de Madame la secrétaire générale de la francophonie et Madame la présidente du jury du prix des 5 continents de remettre le titre de lauréat du prix des 5 continents à Karim Katane pour son ouvrage Le Palais des 2 collines, paru aux éditions Elisade. Madame la secrétaire générale, je vous demande de reprendre votre place. Y aurait-il des questions à la salle, à nos lauréats, aux membres du jury, à notre secrétaire général ou à monsieur l'administrateur? Nous restons à votre disposition. Et si cela n'est pas le cas, je voudrais profiter de cette occasion pour lancer l'appel aux éditeurs pour le prix des 5 continents de la francophonie 2022 et également pour l'appel aux éditeurs pour Tempo Traduction et particulièrement Tempo Traduction des 5 continents, c'est-à-dire cette initiative qui fait que nous désirons pouvoir traduire vers les langues partenaires, pour suivre vos orientations, Madame la secrétaire générale, traduire donc les œuvres primées dans le cadre du prix vers les langues partenaires de la francophonie. Mesdames et messieurs, je vous remercie de nous avoir fait l'honneur et le plaisir de vous être joints à nous pour cette cérémonie de remise du prix et je vous dis à l'année prochaine en bonne santé.